Merci de nous rejoindre. Cette info, les grands titres de l'actualité de la semaine, c'est ici. Bonsoir et bienvenue. Sur ce plateau, des invités pour l'analyse. Tout de suite, rendons-nous dans le Sahel Burkina. Les examens scolaires, vous le savez, commencent demain lundi. Mais les élèves en classe d'examen de la région ne seront pas de la partie. La faute à la situation sécuritaire qui n'a pas permis aux établissements scolaires de boucler les cours. Le gouvernement a annoncé une opération spéciale en faveur des élèves du Sahel et du Nord. Mais sur le terrain, rien de spécial. Une de nos équipes était sur place cette semaine dans le Sahel. Les classes du lycée départemental de Pobé-Mengao hermétiquement fermées. Aucune présence de candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC ou du baccalauréat dans la cour du lycée. Pourtant, nous sommes dans la dernière semaine d'avant le début des examens scolaires. Où sont-ils donc passés ces candidats censés être en pleine séance de révision? Avec l'aide du proviseur du lycée, nous décidons d'aller à leur recherche à travers la ville. Et pas besoin d'aller loin pour repérer le premier d'entre eux, Aruna Koura. Il est en plein travaux de construction de la clôture de sa maison. Bon, comme la situation là est ennuyante, nous aussi on s'est découragés. Oui, ça décourage. Depuis, je pense que c'est avril, on a cessé les cours là. Et tous les professeurs sont partis. Les redoublants qui devraient nous aider aussi, eux aussi sont partis. Donc c'est ma première année comme ça. Alors qu'on n'a pas fait assez de cours. Donc, je vois que c'est mieux de construire, de m'occuper des travaux domestiques que d'aller perdre mon temps au lycée là. Également que de 13 candidats au début de l'année, ils ne sont plus que 5 à se trouver dans la ville de Pobé-Mengao. Et voici 2 d'entre eux que nous avons la chance de rencontrer quelques minutes plus tard. 2 candidats au baccalauréat, ils sont devenus apprentis couturiers. Dans tous les 5 classes, nous faisons notre première année. Donc il n'y a même pas quelqu'un qui se débrouille bien entre nous pour qu'on puisse s'exercer. Donc nous on a décidé de venir aider le patron et notre frère ici à faire la couture. Peut-être que ça nous arrangerait de plus que l'école. Et surtout pour nous là même ça va mieux. C'est de la 3e là, vraiment pour eux là on parle même pas. Oui, pourquoi? Là-bas là, ils n'ont même pas fait. IPS là, ils n'ont pas fait. Les épreuves sportives là, ils n'ont pas fait ça. Et puis on ne parle pas d'eux. Ils n'ont même pas aucune nouvelle. Pobé-Mengao est l'une des 3 localités de la province du Soum à abriter un lycée. Arbinda, l'autre ville de la province à avoir un lycée étant inaccessible eu égard aux conditions sécuritaires, ce sont les élèves des 2 lycées publics de Guibo, le chef-lieu de la province, qui ont reçu notre visite. Ici aussi, la situation n'est pas reluisante. Ce sont des élèves en classe d'examen au moral très bas que nous avons pu rencontrer. Vous-même, vous avez vu, il n'y a même pas d'élèves. Les gens même sont découragés, il n'y a rien même. À la maison, quand tu es à la maison, tu dis tu vas venir à l'école. On te dit tu ne sais même pas s'il y aura examen et puis tu viens pour bosser. Tu dis toi aussi, en tout cas, il faut que tu y crois jusqu'au bout. Tu vas aller. Mais on te dit depuis avril, pendant que les gens sont en train de faire cours, vous êtes là. Vous traînez, il n'y a pas de professeur. Et on vient seulement parce qu'on est optimiste. On se dit que ça va aller. Avec le peu qu'on a eu là. Si ça vient en tout cas. C'est qu'à Djibo ici, on peut faire plus de 2 mois sans faire le cours. Et malgré ça, on passe composer. À vrai dire, on ne peut pas imaginer ça. Si on le disait ça, on n'allait pas accepter. On sent que ça concerne uniquement nous les élèves, même les professeurs là. Par exemple, il y en a qui ne sont plus là. On sent qu'ils ne sont pas concernés par ce qui nous arrive. Les professeurs, certains sont partis. Il y en a qui sont là, chacun est chez lui ou bien en train de monter un grain. Des laissés pour compte. Voici ce que ces élèves de la province du Soum pensent de leur situation. Les plus optimistes n'hésitent pas alors à se débrouiller entre eux comme ces 3 candidates au PEPC. Il
Il y a des fois, on traite, on ne trouve même pas, mais on ne sait même pas comment faire pour savoir que tu as trouvé ou pas. C'est très difficile, voilà. Qu'est-ce que vous préconisez? C'est qu'on demande maintenant. On n'a pas le choix, qu'on compose l'examen seulement. Et que Dieu nous aide seulement. Sinon, on ne sait plus quoi faire au juste, voilà. À Djiboville, localité encore la plus sûre de la province du Soum, les courses se sont arrêtées à la mi-avril suite à l'enlèvement de l'enseignant Issoufou Souabou à Bouro, localité située à une quarantaine de kilomètres de Djibo et libérée le 11 juin dernier. Nous a rien dit. Chaque matin, allez-y, lundi, mardi, c'est comme ça, on a suivi ce cas, mais aussi est parti. Est-ce que la zone, c'est une zone totalement oubliée? Vous voyez la situation, est-ce qu'il y a une situation sans solution? Depuis là, on ne sent rien. On ne parle pas de nous. Depuis qu'on dit qu'il n'y a pas de cours à Djibo, on n'a même pas entendu quelqu'un qui a dit non, ça va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Nous-mêmes, on ne sait même pas. On n'a rien entendu. Donc, on s'est dit qu'on n'est pas on ne fait même pas partie du Burkina. Quand c'est comme ça, on ne sait pas. Pourtant, soucieux de la situation, le gouvernement a décidé d'organiser un examen spécial du CEP et du BEPC pour les candidats de la province, précédé d'un regroupement de 45 jours de l'ensemble des candidats pour des cours intensifs. Le début du regroupement annoncé pour le 11 juin dernier n'a pu être effectif. Les premiers responsables de l'éducation de la province que nous avons pu contacter se sont abstenus de s'exprimer parce que n'ayant aucune note officielle du ministère de tutelle. Mais la rumeur, elle, s'est amplifiée dans la ville, laissant libre cours à toutes les interprétations au sein des acteurs. Est-ce qu'eux peuvent savoir là où d'autres classes sont limitées pour pouvoir faire avancer? Donc nous, on va s'asseoir, attendre, eux, ils vont venir nous rejoindre avant qu'on continue. Je pense que c'est mieux qu'on compose ensemble avec les autres, c'est mieux. Le cantonnement devrait être fait pour ceux qui sont aux alentours là. Sinon, les écoles de la ville, je crois que ces écoles-là pouvaient composer quand même les 19 là. C'est mon point de vue. De tout notre séjour à Djibo, la présence des forces de sécurité sur les sites de regroupement présageait de la tenue effective de ce cantonnement. Au regard des éventuelles difficultés qui risquent de surgir avec les premiers acteurs, diligence, c'est ce qui est attendu du gouvernement et de ses partenaires, car ici, dans le Soum, l'initiative du cantonnement est de plus en plus perçue comme du tâtonnement par les acteurs. Un reportage signé Rémi Lambert Nidbié qui est sur ce plateau. Bonsoir Rémi. Bonsoir Ovek Gebré. Alors ce sont donc des acteurs que vous avez retrouvés sur le terrain dans le Sahel dans une situation quelque peu situation quand même désespérante, hein? C'est le désespoir total. Mais déjà sur la question de regroupement, vous confirmez que jusque là rien de concret sur le terrain. En tout cas, jusqu'à ce que nous quittions Djibo samedi, rien n'était sûr, il n'y avait aucune note officielle. C'est le DPNA même qui nous l'a dit et on envisageait pour le 20 juin prochain pour avoir une note officielle, c'est ce qui était espéré. Donc au sein des acteurs, des élèves et même des enseignants, personne ne savait si cela devait être effectif. Et seul peut-être, ça a été mentionné au niveau du reportage que seule la présence des forces de sécurité dans les sites de regroupement, qui devraient abriter ce regroupement, et prouve que peut-être quelque chose serait fait. Et je crois que vendredi, il y a une de mes sources qui m'a confirmé que les tentes étaient venues. C'est tout ce qu'on a comme des preuves palpables sur le terrain de ce regroupement. Qui montre que quelque chose sera fait mais dans les jours à venir. Pour l'instant, rien. Pour l'instant, rien et rien. Rien et rien alors que les examens commencent demain. C'est vrai qu'on prévoit donc une session spéciale pour les candidats de la localité. Mais là, on l'a vu dans ce reportage, ce sont des acteurs totalement désabusés, dans le désarroi, et qui souhaiteraient même pouvoir commencer comme les autres le 18, quand bien même ils n'ont pas pu avoir tous les cours. Oui, puisque quand on les écoute parler, déjà tu sens le désespoir dans leurs propos.
et aussi dans l'expression de leur visage. Et encore, ce qu'ils envisagent, ils sont actuellement dans une logique de pouvoir composer, en finir avec cette année scolaire. L'essentiel, c'est de composer. De composer et peut-être avoir la paix. Et on compte plus sur Dieu, hein, on l'a vu. Voilà, on compte plus sur Dieu et sur la chance, comme beaucoup, sinon tous nous l'ont dit, on compte sur la chance comme ça. Et quand tu demandes la chance dans un examen, bon, ils pensent que peut-être si les épreuves tombaient sur peut-être des leçons qu'ils ont pu voir, mais quand tu regardes ce qui a été fait, quand tu feuillettes un peu les différents cahiers, tu sens qu'ils sont peut-être à la moitié de ce qui devait être fait. Et on voit comment ces élèves peuvent composer avec les autres. Et aussi, on voit mal aussi comment l'opération spéciale peut permettre de rattraper et puis mettre ces élèves au même niveau. Et le problème est que quand tu prends par exemple Djibo, ou peut-être les cours se sont arrêtés en mi-avril, oui, mais lorsqu'on prend des zones comme Nassumbu et Baraboulé, où peut-être certains n'ont qu'un mois ou 2 mois de cours, comment pouvoir regrouper tout cet ensemble d'élèves, les remettre au même niveau et leur faire composer un examen? Je vois mal comment cela pourrait être... En tout cas, ça semble difficile. On a même vu qu'il y a des candidats qui n'y croient plus, qui préfèrent s'occuper à autre chose que de penser encore aux examens. Oui, puisqu'ils disent qu'ils cherchent des portes de sortie, d'autres disent que, bon, peut-être pour les concours qui seront lancés tardivement, ils iront échouer leur chance. Et déjà aussi, on nous a fait cas de certains qui seraient déjà rentrés parce que la saison des pluies a commencé. Et ce sont des potentiels cultivateurs dont les parents ont besoin pour s'occuper des champs et peut-être préparer encore l'année prochaine pour venir payer la scolarité et tenter. Donc, il y a tout cet aspect des choses qui sont là. Il y a aussi ces jeunes qui veulent effectivement aller apprendre les leçons pour aller peut-être dans l'espoir justement que les examens vont se tenir, mais qui, au niveau effectivement des parents, comme vous avez annoncé, des parents qui les sollicitent déjà pour les travaux, au niveau de l'élevage aussi. Oui, pour les travaux, et il y a un enfant du CM2 que j'ai pu croiser, puisque l'examen du CEP, c'est dans quelques jours également, juste après le BPC, et il m'a dit qu'il était en train d'apprendre ses leçons. Et son papa est venu lui dire d'aller faire des briques pour qu'on s'occupe du toit de la maison, parce qu'il y a la saison des pluies qui s'annonce. Donc, même au niveau des parents, on n'y croit plus à cette histoire d'examen. Et encore cette rumeur de regroupement ou bien de cantonnement qui est là, juste une rumeur, pas de note officielle. Bien vrai que le DPNA que j'ai pu contacter a évoqué des précautions sur une prudence au regard de ce qui est là, mais bon, je pense que sur l'aspect même communication avec les principaux acteurs, je crois que le gouvernement... Ils n'ont pas grand-chose comme information. Ils n'ont pas grand-chose comme information et c'est totalement un grand retard. Et je vois comment on pourrait combler ça et commencer peut-être un regroupement pour des cours intensifs et composer dans 2 mois. Donc ça veut dire le cantonnement plus la composition des examens. Pour ce que j'ai pu récolter comme information, tout devrait se dérouler en 2 mois. Vous voyez que je crois que même le temps accule et ce n'est pas du tout évident. Pas du tout évident, et déjà on imagine que du côté des parents d'élèves et des élèves, on s'interroge déjà pour l'année prochaine. Peut-être qu'on pense à changer de localité tout simplement. Exactement. Beaucoup ont dit s'ils arrivaient à avoir quelque chose, par exemple ceux qui travaillent, peut-être essayer d'économiser et aller peut-être dans des villes un peu plus sûres. Il y a par exemple Wayugia qui est à côté, c'est un envisage. Mais il y a aussi ceux dont les parents n'ont pas les moyens. Où iront-ils l'année prochaine? Ils seront obligés encore de rester à Djibo et environnant. Donc, je ne pense pas qu'on est encore sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. On l'a vu donc cette célébration de la fête du Ramadan. On a beaucoup prié justement pour la sécurité de la zone et on compte sur Dieu justement pour que la situation s'améliore. Exactement, on compte sur Dieu et puis aussi sur les FDS sur place, ce qui puisse quand même maîtriser la situation et que Djibo, sinon la province du Soum, retrouve sa quiétude d'antan.
Merci Rémi. Merci Aurélien. La suite de cette info en enregistrement à Djibo pour parler de l'autre actualité de la semaine, bien sûr la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin donc du jeûne musulman. Dans cette ville du Sahel, on a fêté sous haute surveillance sécuritaire. C'est ici, à la place El Nou, que les fidèles musulmans du Guibo se sont rassemblés pour rendre grâce à Allah après 30 jours de jeûne bien accompli. Une grande prière de l'Aïd el-Fitr officiée sous haute surveillance sécuritaire. Et tous ont eu des intentions de prière pour plus de paix et de quiétude dans la province du Soum. J'ai saisi cette opportunité pour venir accompagner mes frères musulmans, enfin compris, en tout cas, pour plus de paix et de sécurité pour le Burkina Faso. J'ai une pensée spéciale, en tout cas, à tous ceux qui éprouvent, en tout cas, des moments difficiles. Mais dire que nous sommes avec eux, surtout les forces de défense et de sécurité, en tout cas la population de la province du Soum. Et leur dire que nous sommes avec eux, nous sommes de cœur avec eux et nous sommes là au quotidien pour les accompagner, pour qu'ils puissent accomplir convenablement leur mission. Ce qui nous arrive, c'est par la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous lui confions toutes nos difficultés du moment pour qu'il nous donne la force nécessaire de combattre les forces du mal pour que le Soum retrouve sa quiétude d'antan. Après avoir incité les musulmans à continuer à vivre dans la piété après le Ramadan, l'imam qui a officié la prière préconise plus de fréquentation entre les différentes couches sociales de la province. Le prophète nous enseigne que les 6 premiers mois d'après le jeûne, nous devons l'utiliser pour demander à Dieu d'exaucer notre jeûne et les 6 mois suivants pour prier et préparer le prochain Ramadan. Et durant le jeûne, tous les musulmans ont demandé à Dieu d'aider les autorités afin qu'ils puissent venir à bout de l'insécurité qui prévaut. Pour cela aussi, il faut que toutes les sensibilités religieuses se rapprochent. C'est ainsi que nous pourrons nous aimer et s'entraider contre les difficultés. La grande mosquée de la ville, principalement fréquentée par les autochtones, elle est restée vide ce 15 juin. Ici, on n'avait pas encore aperçu le croissant lunaire et c'est ce samedi 16 juin que l'autre Ramadan à Guibo sera célébré. C'est certainement la plus grosse actualité de la semaine. La conférence sur la remise à plat du système de rémunération des agents de la fonction publique. Elle devrait sortir des solutions tranchées pour en finir avec les multiples revendications liées aux revenus. Qu'en est-il finalement? Faut-il espérer à l'issue de cette rencontre? En tout cas, les participants y croient. Les dés sont jetés sur le système de remise à plat des salaires des agents publics de l'État. 80% des salariés connaîtront une hausse de salaire contre 20% dont le salaire reste en l'état. Les institutions publiques ne sont pas en reste. Il y aura aussi un toilettage à ce niveau. Suppression du H-Croun, du haut représentant du président du FASO et du médiateur du FASO. Et puis, si les conclusions de la conférence sont adoptées en l'état, tout ministre qui quitte le gouvernement ne pourra plus continuer à toucher son salaire de ministre pendant 6 mois, mais plutôt 3 mois. Tout le monde va être impacté. Et vous avez vu par exemple qu'on a parlé de rationalisation au niveau du parc automobile de l'État. Et vous avez vu que nous avons parlé des baux administratifs. C'était des dossiers déjà qui étaient en chantier. Bon, nous avons donc réaffirmé tout cela. Et tous les plafonnements qui sont en train d'être faits au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau du téléphone, cela a été acté, au niveau du carburant, cela en train d'être fait, etc. Donc je veux dire, nous allons essayer vraiment de ne pas faire du gaspillage au niveau de l'administration publique. Pour ce qui est de la question qui fâche, celle du fonds commun, l'Assemblée a décidé de son plafonnement à 25% au maximum, avec pour date d'effet immédiat fixée au 1er janvier 2019. L'aspect le plus important, c'est de dire au moins, la réunion n'a pas parlé de suppression du fonds commun. Et la réunion a dit, ramenons ça à des niveaux acceptables pour que cela puisse être géré. Je crois qu'avec cela, j'espère que nous allons avoir la compréhension des uns et des autres. Et le point important aussi, parce qu'avant c'était des arrêtés ministériels, donc c'est une situation qui pouvait évoluer selon le ministre, etc. On a voulu quand même encadrer cela à partir d'un texte réglementaire, en attendant que tout cela aille peut-être au niveau de la loi. Donc je crois que c'est un aspect, ce sont des aspects importants qui nous ont permis d'avancer. Les 5 centrales syndicales et les 21 syndicats autonomes sortent satisfaits.
Des acquis sont engrangés, disent-ils. En tout cas, nous avons eu des pistes de solutions qui permettent à 80% des agents publics de l'État de pouvoir effectivement rehausser leur niveau de salaire vers les 20% qui sont présentement dans les statuts autonomes, sans pour autant que les 20% ne subissent un rabattement de leur salaire. C'est un des plus gros acquis au niveau effectivement de cette conférence. Le deuxième acquis aussi est que par la discussion, nous pourrons avoir des mécanismes pérennes pour améliorer les conditions de vie des travailleurs de manière continue, axés effectivement sur la réalité des ressources de notre pays. Grand absent à ce rendez-vous, la CGTB, la Confédération Générale du Travail du Burkina, la plus grande centrale syndicale du pays. Le Premier ministre en appelle au dialogue. Nous sommes arrivés à notre tournant décisif de notre histoire commune. En considération de cette donnée et au nom du chef de l'État, je tends la main à ceux et à celles qui se sont mis en marche du processus. Le processus est en cours de nous rejoindre. Je leur tends la main et je demeure convaincu que nous partageons tous l'idéal du progrès et de la justice. Et Paul Kabatieba de rassurer quant à la création d'un comité pour le suivi des recommandations issues de la conférence. Et notre consultant Siaka Koulibaly est sur ce plateau pour parler de cette question. Siaka Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre encore une fois à notre invitation. Alors, c'est une conférence qui était très attendue. Certains même la voyaient comme la panacée par rapport à toutes ces revendications d'ordre salarial. Et finalement, elle arrive. Est-ce qu'elle accouche de quelque chose de consistant ou alors elle accouche d'une souris, finalement, à votre avis? Au vu de l'élément qui vient d'être passé, j'ai l'impression que beaucoup de choses n'ont pas été portées dans le rapport de synthèse qui a été diffusé. J'ai parcouru bien ces rapports du début à la fin, mais j'entends là d'autres déclarations qui n'apparaissent pas dans ces rapports généraux-là. En particulier, l'ajustement salarial qui va avoir lieu en amenant 80% des fonctionnaires vers les 20% des statuts autonomes actuels. Ça, ce n'est pas vraiment détaillé dans le rapport de synthèse. C'est vrai que le problème même des conclusions de cette conférence, c'est qu'il y a un flou total finalement. Ouais. On ne sait pas qu'est-ce qui est définitivement arrêté, voilà. Parce qu'on a parlé même d'un comité qui devrait encore travailler à peaufiner les choses. Et du coup, à l'étape actuelle des choses, c'est difficile de dire concrètement qu'est-ce qui a été arrêté. Surtout quand on écoute Madame le ministre de l'économie, elle est très confiante, donc comme si... des éléments importants, des mécanismes importants ont été adoptés. Bon, mais il faut attendre encore que des lois soient prises, des décrets soient adoptés, pour qu'on puisse voir les conséquences de cette conférence-là dans la situation actuelle. Et ça soulève quand même d'autres problèmes. Parce que les conclusions qui ont été adoptées à la conférence, pour être appliquées, mises en œuvre, devront passer sous forme de loi. Et j'ai vu dans le rapport général une loi organique qui est prévue pour pouvoir remettre en place le système de rémunération des agents de l'État. Et là, ça pose le problème donc de cette loi 081 qui a été adoptée en 2015 sous la transition et qui apparaissait comme un des acquis de l'insurrection. Donc là où les fonctionnaires ont apparemment réglé certains petits problèmes qu'ils avaient dans leur système de rémunération, aussi bien salariale qu'indemnitaire. Donc, la nouvelle loi organique qui est proposée, est-ce qu'elle va remettre en cause la loi 081, là où, politiquement, cela va poser le problème de la considération de l'acquis de l'insurrection, autour duquel les jeunes fonctionnaires, par exemple, se sont agroupés. Donc, aujourd'hui, il faut quand même encore attendre. C'est là aussi la limite de cette conférence, c'est que malgré sa tenue, malgré les conclusions qui ont été portées dans le rapport général, il y a beaucoup d'aspects qui sont encore vagues. Le rapport parle beaucoup de rationalisation,
qui apparaît comme une expression valise, hein, qui est très large encore. Il n'y a pas de précision là-dessus sur la grille salariale, la grille indemnitaire et les conditions de travail des agents publics. Donc, pour moi, je trouve que beaucoup de choses ont pu être dites pendant la conférence, mais qui ne sont pas encore visibles pour ceux qui n'y étaient pas, en particulier pour la principale centrale qui regroupe l'essentiel des fonctionnaires du pays, c'est-à-dire la CGT, qui n'était pas présente à cette rencontre et qui va devoir être l'interlocuteur des autorités pendant la mise en œuvre des conclusions de la conférence. Parce que là, effectivement, ce ne sont que des propositions. Après, le dialogue doit pouvoir continuer pour qu'on en arrive à un consensus autour de ces questions. Oui. Et c'est là que peut-être que le problème va se poser avec la plus grosse centrale syndicale qui n'a pas participé à ces travaux. Va-t-elle finalement aller à un dialogue sur la base de propositions pour lesquelles elle n'a pas été, en tout cas, elle n'est pas partie prenante? C'est toute la grosse interrogation. Mais on a vu quand même qu'au cours de cette conférence, il y a eu beaucoup plus de la pondération dans le langage. Ce n'est pas comme avant où on a vu effectivement les autorités, que ce soit la ministre, que ce soit le ministre de la fonction publique ou le Premier ministre, dans un discours beaucoup plus guerrier. Mais on a vu qu'au cours de la conférence, tout le monde a un peu mis de l'eau dans le vin. Là, on a fini par admettre que on ne peut pas supprimer le fonds commun, on va juste plafonner ça à 25% et puis réglementer. Ça veut dire que quelque part, alors que le discours d'avant, c'était qu'il faut supprimer les fonds communs. Oui. C'est vrai, dans le ton conciliant, on a vu le Premier ministre surtout, qui a même pris des allures prophétiques, en tendant la main à ceux qui n'étaient pas au dialogue. Mais ce qui pose, dans le fond, un problème méthodologique. On a des acteurs qui sont les partenaires, les interlocuteurs, à savoir les fonctionnaires de la CGTB. On ne les inclut pas dans le dialogue et les conclusions vont servir à un autre dialogue. Donc finalement, à quoi aurait servi ce dialogue préalable si tant est que ceux avec qui on doit discuter sont finalement les syndicats des fonctionnaires? Donc ça pose un problème. Ensuite, dans le concept de la conférence, dans son format, on a vu dans le titre parler de forces vives de la nation qui s'intéresseraient à la rémunération. Donc, moi, je pose vraiment un problème de méthode ici. Est-ce qu'il est pertinent de discuter de certaines questions aussi spécifiques, aussi précises que les grilles salariales, les grilles indemnitaires, qui même pour ceux qui ne sont pas fonctionnaires sont difficiles à cerner, d'aller en débattre et d'adopter des conclusions? Je prends l'exemple des OSC, qui étaient bien représentés dans le dialogue, qui sont considérés comme les forces vives, mais qui fonctionnent sur le mode du bénévolat. Comment des gens qui sont dans ces statuts peuvent discuter des questions qui relèvent du droit du travail? Donc, je vois un certain nombre de limites comme ça, qui peuvent être des situations, c'est-à-dire que finalement, on va revenir à zéro dans les discussions avec les vrais partenaires, qui sont les syndicats des travailleurs de la fonction publique. Et là, c'est aussi la difficulté demain, c'est qu'on a réussi à travers cette conférence, quelque peu, à fragiliser l'unité d'action syndicale, parce qu'il y en a qui sont partis, il y en a qui ont refusé de partir. Et comment on retrouve cette unité pour pouvoir dialoguer avec en face des partenaires sociaux soudés pour parler d'une même voix? Oui, cette unité syndicale était déjà mise à mal. Dans même la phase préparatoire de la conférence, où on a vu la coordination des syndicats de la fonction publique. Qui est née justement. Qui est née. Et qui semble être désormais la riposte face à l'UAS. Qui semble être la riposte à l'UAS, dont certains participent à la conférence. Donc il faut lire déjà une sorte de sissiparité dans le monde syndical, et qui ne résout pas le problème parce que de toute façon, les principaux syndicats qui occupent la fonction publique sont ceux-là avec qui il va falloir discuter pour pouvoir adopter les principales décisions. Et là, la question de la loi 080 se pose, la question du fonds commun qui se pose, dont la formule proposée, c'est-à-dire 25% de la masse salariale de ceux qui touchent déjà ces fonds communs aujourd'hui. Je rappelle que ces fonds communs existaient à peu près dans cette proportion. C'est le professeur Filiga Sawadogo, le plus titré des fiscalistes burkinabés, qui a porté ces fonds communs à un niveau très élevé. Quand il était directeur général des impôts. Et immédiatement, il avait reçu à porter la collecte
des recettes fiscales à 120% de ce qui se faisait avant qu'il n'arrive. Donc, si en augmentant les fonds communs, on a pu augmenter les recettes fiscales, en diminuant les fonds communs, l'induction qu'on peut faire, la déduction qu'on peut faire, c'est que cette diminution va aussi réduire la recette fiscale. Et même ceux qui pensent pouvoir bénéficier d'une suppression ou d'une réduction d'un plafonnement des fonds communs peuvent même se retrouver, ne pas recevoir des salaires, parce que finalement, on démotive ceux qui faisaient l'essentiel pour pouvoir faire cette collecte de recettes fiscales. Et là, il faut se rappeler la situation qui a prévalu au Mali sous le président Traoré, le président qui était là à ce moment, Traoré. Il avait aussi une situation où il n'y avait pas les fonds communs et où les fonctionnaires s'arrangeaient avec donc, les opérateurs économiques pour pouvoir, je dirais, brader les recettes fiscales. Et finalement, l'État malien était très faible pendant que les fonctionnaires étaient très riches. Donc il faut faire attention justement aux orientations et aux conséquences qui peuvent découler des mesures que l'on prend. C'est vrai que ça peut donner une satisfaction tout de suite de réduire cette masse-là parce qu'on pense que c'est beaucoup. Mais est-ce que cela a une utilité ou pas? Est-ce que la prime de productivité n'est pas liée au concept de croissance économique pour laquelle le gouvernement se bat aujourd'hui? L'autre débat, c'est la question de l'indexation qui a été soulevée également. L'idée, c'est qu'on revienne aux pénalités, justement. Oui, les pénalités, mais cela, je pense que cela va être assez difficile. Parce que les pénalités, vous allez toucher donc à l'assiette en ce moment-là. Parce que les entreprises vont avoir beaucoup de redressements. Beaucoup de redressements tuent l'entreprise. Et finalement, on n'aura pas l'assiette qu'il faut pour réaliser le niveau de collecte fiscale qu'ils sont en train de rechercher. Ça veut dire quoi? On s'arrangera à ce qu'il y ait trop de pénalités, justement? Oui, puisqu'on veut qu'il y ait les pénalités, et c'est sur ça qu'on va baser la répartition des fonds communs. Donc, pour se motiver, les agents vont avoir tendance à augmenter les pénalités. Lesquelles pénalités vont contrevenir à l'activité des commerçants. Et puis, eux aussi, ils vont avoir des difficultés à payer leurs impôts. Ce qui fait que, finalement, je ne sais pas si cette mesure pourra être productive pour la lancée de la croissance dans laquelle le gouvernement veut s'inscrire également. Finalement, on a présenté un peu les agents donc des impôts et des finances comme les enfants gâtés. Ils ont été quelque peu traînés dans la boue, dans l'opinion, au sein de l'opinion, traités de tous les noms. Mais finalement, on a comme l'impression qu'au sortir de cette conférence, ils ont été quelque peu réhabilités, puisqu'on admet qu'on ne peut pas supprimer le fonds commun et que ça a tout son sens. Alors qu'avant, l'idée qu'on distillait, c'est que ces fonds communs, c'est de l'aberration et qu'il faut les supprimer finalement. C'est vrai. C'est-à-dire que du point de vue des agents de la fonction publique qui sont concernés par le fonds commun, ils considèrent ces fonds communs comme des acquis. Des acquis, donc, qui leur semblent indispensables de ne pas toucher, de ne pas ramener en arrière. D'ailleurs, il ne s'agit pas seulement des agents des finances, il y a aussi les magistrats qui sont dans la même posture. Ils estiment que ce qu'ils ont déjà acquis, il n'est pas question de revenir là-dessus. Et cela ramène encore la question de la loi qui va être adoptée pour appliquer les conclusions de la conférence. Est-ce qu'ils vont ramener tout le monde et laisser donc ceux qui touchaient déjà ce qu'on considère comme des trop perçus, comme des salaires mirobolants? Est-ce qu'on va les exclure donc de la loi qui va appliquer les conclusions? C'est ce qui est dit, ça veut dire qu'on va essayer de donc on verra que les militaires, les magistrats, on va réussir le niveau de 80% et pour le reste, ceux qui ont déjà des statuts, on ne touche pas. Voilà. Donc du coup, ça pose la question de savoir à quel moment est-ce qu'on aura avancé sur la remise à plat du système de rémunération. Est-ce que finalement, avec tout ce qui est prévu là, on finit par réduire les dépenses de l'État avec ça? Oui. C'est la grande question. Là où c'est plus sûr, c'est effectivement la réduction du train de vie de l'État, en supprimant donc certains avantages dans les institutions. D'ailleurs, ils proposent la suppression de certaines institutions. Là, on peut avoir un gain. Mais l'essentiel de la masse salariale n'existe pas au niveau des institutions. C'est au niveau des travailleurs, avec leur nombre élevé, que les montants qui grèvent donc ces budgets-là sont considérés. Donc, si on ne peut pas toucher vraiment le statu quo,
on se demande à quoi aurait servi cette approche de remettre à plat, disons, le système de rémunération. Parce que si finalement les militaires, les magistrats, les policiers, et je suis sûr, les financiers, les agents de la santé, et il faut considérer également les enseignants. Les universitaires. Les enseignants. Donc finalement, qui est-ce qui va être touché? Peut-être les secrétaires de direction, qui sont peut-être considérés comme un maillon faible donc, de la fonction publique, qui seront touchés par ces systèmes de remise à plat. Voilà. En tout cas, on attendra de voir plus clair dans l'évolution des conclusions de cette conférence, comment les choses vont se peaufiner. Finalement, qu'est-ce qu'on va arrêter? Qu'est-ce qui sera adopté en termes de texte, justement, pour permettre effectivement d'aller vers cette réduction des dépenses de l'État. La suite de cette info, retour à la grève, justement, demain lundi, pour la coordination des syndicats donc, du ministère de l'économie, des finances et du développement. Ils avaient suspendu leur mode de sitting la semaine dernière dans l'espoir que le gouvernement les appellera sur la table du dialogue. Finalement, apparemment, ce n'est pas le cas. Et donc, la grève reprend demain lundi. Opération caisse vide, c'est l'option choisie par le SYNCHA, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale, pour revendiquer la satisfaction de sa plateforme revendicative. A-t-elle été un succès? Constat sur le terrain. Dianda Moussa est au chevet de son frère hospitalisé à l'hôpital du district de Bogotogo. À la caisse ce 11 juin, il vient de payer près de 12 000 francs CFA comme frais d'examen. Opération caisse vide, c'est du baragouin pour lui. Bonjour, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une opération caisse vide ici? On n'était pas au courant que c'était gratuit. Non, on n'était pas au courant. Comme au district de Bogotogo, les caisses au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo ne désemplissent pas. Les agents encaissent comme d'habitude. Ah, moi je ne suis pas au courant. Ah ben, je viens de payer, donc je ne peux pas confirmer cela. Je viens de payer 2000 francs pour la consultation de mon épouse. Ceux qui ont eu vent de cette opération caisse vide, une fois arrivés au guichet, sont confus ou surpris. Ils espéraient y avoir la confirmation de la gratuité. Je suis venu, ils n'ont pas parlé de ça. Normalement, la question doit sensibiliser les gens. Pourquoi ils reçoivent l'argent ou bien ils ne font pas partie en fait? Parce qu'on ne comprend pas. Je pense que si peut-être il y a un problème de communication. Il y a également ces situations des patients qui ne sont pas passés par les caisses. Ils se sont directement rendus au service souhaité et ont reçu les soins gratuitement. C'est le cas de ces usagers rencontrés au laboratoire de biochimie du CHU Yalgado Ouedraogo. Hospitalisé. Voilà, le matin, arrivé, bon, ils ont dit que les prestations sont gratuites. Donc, on a fait, j'attends les résultats. Voilà. On n'a rien payé. Environ quelque chose de 4000 comme ça. C'est 2 examens en fait. Non, je n'ai rien payé. Au CHU Yalgado Ouedraogo ce 11 juin, cette autre image, des agents vêtus de blouses orange, des agents de recouvrement en renfort, ils contrôlent et invitent les patients et autres usagers à passer à la caisse avant toute prestation. Une situation qui fausse les prévisions du syndicat, il entend apporter la riposte. Quand on lance une opération caisse vide comme ça, la direction met en place une commission des agents de recouvrement qu'elle paie à hauteur de 15 000 francs par jour pour pouvoir obliger les malades à aller payer. Donc on est confronté à ce problème-là. C'est vrai qu'on dit aux malades de ne pas payer. Voilà. Donc sinon, il y a beaucoup, puisque jusqu'à 9h, les gens ont arrêté, par exemple au niveau du laboratoire, ils ont arrêté les prélèvements, mais ils n'ont pas exigé les reçus, ils ont fait les prélèvements comme ça. Ça fait que les gens qui sont venus après 9h parce qu'on a arrêté, les agents du gouvernement sont en train de les donner des reçus, et de coder pour qu'ils partent payer. Bon, ça ce sera maintenant pour demain. Bon, on est un peu embêté quand les gens vont se présenter demain avec le reçu. Bon, on va voir comment on va gérer ça. Une grève de trop selon le gouvernement. Le gouvernement qui est d'ailleurs tenu pour responsable de la situation par le SYNCHA. Quand les gens disent on en fait trop là, on a une plateforme revendicative. Est-ce que les problèmes sont résolus? Un problème posé qui n'est pas résolu reste un problème. Nous on veut la solution de nos problèmes. La solution n'est pas là. En gros, là c'est le gouvernement qui fait trop pour traîner des problèmes, des engagements qu'il a pris librement depuis mars 2017 et jusqu'à présent ce n'est pas appliqué. Il y a des engagements qui devraient être appliqués en septembre 2017. Et jusqu'à présent, bientôt une année, ce n'est pas fait.
Donc, c'est le gouvernement qui en fait trop, c'est pas nous. Nous, on pose quelqu'un qui a faim. Tant qu'il n'a pas eu à manger, il a fait. L'opération Caisse vide dans les structures hospitalières a débuté ce 11 juin sur l'ensemble du territoire national et prendra fin le dimanche 17 juin 2018. Et voilà, autre actualité de cette semaine, c'est bien sûr l'interpellation de l'activiste Nem Touré, interpellé par la gendarmerie pour incitation à la révolte. Chaka Koulibaly, c'est suite à un post sur Facebook lié justement à ce gendarme blessé dans le cadre donc, de l'opération de démantèlement d'un réseau terroriste à Rayongo, c'était en fin mai dernier. Alors, il a été interpellé pour incitation à la révolte. Et justement, du coup, on a vu sur les réseaux sociaux cette vague de mobilisation, de soutien à l'activiste. Que dire effectivement de ce poste? Avez-vous lu le poste? Pensez-vous effectivement que c'est un poste de nature à inciter nos FDS à la révolte? Oui, ça a été une surprise d'apprendre que Naïm Touré a été encore arrêté, parce qu'il faut rappeler que ce n'est pas la première fois. Tout à fait. Et suite encore à des écrits qu'il aurait été arrêté, parce que là-dessus, on est obligé de s'adonner à des supputations, puisqu'il n'y a pas de communiqué pour dire exactement pour quelles raisons le jeune homme a été arrêté. Donc on s'en tient au fait que c'est le poste qui a été considéré comme une incitation à la révolte, des agents de la gendarmerie et de l'armée, qui lui a valu d'être retenu au niveau de la gendarmerie jusqu'à aujourd'hui. Et ça entraîne des réflexions pour dire que dans un état de droit, on a toujours rappelé qu'il faut s'en tenir à ce qui est prévu dans les textes, notamment la procédure pénale et les autres procédures judiciaires d'ailleurs, pour ne pas enfreindre les droits des citoyens, notamment les abus, les violations qui sont faites à l'endroit des citoyens. En ce qui le concerne, il est interpellé depuis le jeudi. Personnellement, j'ai essayé avec d'autres collègues de lui rendre visite. Cela n'a pas été possible. Les services de gendarmerie vous ramènent les uns aux autres de telle sorte que finalement vous n'arrivez pas à le voir, pour discuter avec lui, pour vous enquérir de ses conditions de détention. Et ce qu'on nous a dit, c'est qu'il n'y a pas de responsable pour autoriser la discussion avec Naïm Touré et qu'il faudrait revenir lundi. Du jeudi à lundi, ça fait 120 heures de garde à vue, ce qui est exorbitant par rapport à ce qui est prévu dans les textes. Parce que la garde à vue est de 48 heures, extensible à 72, et ce n'est que dans les cas de terrorisme qu'on peut étendre à 2 semaines. Bon, s'il fait les 120 heures, il aura excédé en tout cas le délai normal de la garde à vue. Or, quand on atteint le délai de la garde à vue, soit on est inculpé, soit on est libéré. Mais apparemment, aucune des deux solutions n'est appliquée dans le cas de Naïm Touré. Alors, ça pose encore le problème de l'intervention de l'activisme sur les réseaux sociaux, justement, en rapport avec certaines questions, notamment les questions de sécurité et de défense. Absolument. Mais je crois qu'après avoir lu le poste de Naïm Touré, c'est un peu étonnant que les autorités judiciaires aient réagi de la sorte, parce que le poste en lui-même ne comporte, à mon sens, aucun élément permettant d'aller dans le sens où ils sont allés, en disant qu'il s'agit d'une incitation. Dans le poste, Naïm s'offusque du sort qui est fait au gendarme qui a été blessé pendant les opérations de Rayongo, qui a été touché à l'épaule. Voilà. Selon les médecins du centre médical Blaise Compaoré, il ne peut pas extraire la balle qui est dans l'épaule du gendarme, il faut forcément l'évacuer. Et on constate que depuis la décision des médecins traitants jusqu'à ce qu'un article du journal Sidouaya en parle, et rien n'était fait. Et les médecins disaient que le monsieur pouvait perdre l'usage de son bras. C'est au vu de cet article que Naïm a été indigné de voir que quelqu'un qui a été blessé lors d'opérations de protection des Burkinabés contre des présumés terroristes se retrouve dans l'état de délaissement où Henri Traoré, le gendarme en question, se trouvait. Donc c'est dans son indignation qu'il a interpellé les gendarmes en disant que, bon, finalement, ils se rendent compte que les autorités ne se penchent pas beaucoup sur leur situation. Et cela leur a été considéré comme une incitation à la révolte. Mais moi, je pense que si ce genre d'écrit peut inciter les gendarmes à la révolte, cela va poser le problème de leur professionnalisme. La question, justement, elle est là. Est-ce que
un activiste de la trempe de Naïm Touré, son propos, son appel peut véritablement c'est ça. C'est assez inciter léger, à la révolte. C'est assez léger comme argumentaire. Et c'est pour ça que maintenant on est obligé d'inciter le procureur à intervenir pour donner de plus amples précisions sur cette détention. De quoi s'agit-il réellement? Il doit peut-être avoir d'autres raisons, voilà. On n'en sait pas justement. Justement, une des tactiques qui est utilisée dans le cas des abus de pouvoir, c'est de dire aux gens, écoutez, ce n'est pas seulement l'écrit qui est incriminé, il y a d'autres choses. Mais ces autres choses, on ne vous dira jamais. Je prends le cas du colonel Barry aussi, c'était pareil. Ils avaient dit oui, vous serez édifiés par ce qu'il a fait et tout ça. Finalement, jusqu'à aujourd'hui, on ne met pas sur la place publique les preuves prouvant qu'il y avait vraiment des manifestations, des tentatives d'atteinte à la sûreté de l'État. Et on constate la même chose dans le cas du Naïm Touré également. Voilà. On attendra donc de voir la semaine qui commence. Peut-être que les choses pourront évoluer. Voilà, c'est ça. Et on en saura davantage sur cette question. Merci, Siaka Koulibaly, d'être passé dans cette info. Merci. La suite, suspension, renvoi, reprise, encore suspension et renvoi, c'est l'image du procès du push manqué de 2015. Le procès a été renvoyé une fois encore au 29 juin prochain. Le procès du push manqué de septembre 2015 renoue avec ses vieux démons. En effet, les requêtes de récusation contre les juges Seydou Ouedraogo, président de la Chambre de première instance, et Emmanuel Koné, son conseiller, ont refait surface à la reprise du procès ce 14 juin. L'audience du jour a d'entrée rejeté la demande de renvoi sollicitée par la défense le 12 juin aux fins de commettre des avocats pour les accusés Mamadou Traoré et Relouende Compaoré qui avaient vu leur conseil se déporter. Le président du tribunal motive sa décision par les dispositions de l'article 43 qui ne l'oblige pas à suspendre l'interrogatoire des accusés dans une telle situation. Sitôt ce jugement rendu et place à la requête introduite par Maître Solange Zeba, pour elle, il n'est pas question de plaider devant une juridiction qu'elle ne reconnaît pas. C'est pourquoi la requérante va demander au président de la Chambre de tirer toutes les conséquences juridiques, c'est-à-dire de surseoir la continuation des débats à ce stade et attendre la décision de la Cour de cassation. Sa demande est rejetée parce que le tribunal estime que les règles en la matière, c'est-à-dire celles prévues dans l'article 655 l'obligeant à passer par la Cour de cassation pour saisir le président, n'ont pas été respectées. Vous avez bien suivi que la présidente de la Cour de cassation a intercepté une demande et a d'autorité décliné la compétence de toute la Cour de cassation. Vous le savez. Donc ça n'a jamais été apprécié. Et vous devez être informé qu'à contrario, la Cour d'appel qui a été saisie, la Chambre d'appel, je veux dire, la Cour d'appel a été saisie et par ordonnance, son président a rendu une décision indiquant bien que c'est la Cour de cassation qui est compétente. Donc nous sommes en présence de deux décisions contradictoires. Une ordonnance de la présidente de la Cour de cassation qui décline la compétence de toute la Cour de cassation et une autre de la Cour d'appel qui dit que c'est bien la Cour de cassation qui est compétente. Vous voyez qu'il y a contradiction et que la question n'a jamais été débattue au fond. Cette attitude de la défense n'étonne guère les parties civiles. Ces avocats trouvent que tourner en rond n'arrange personne dans cette affaire, y compris les accusés. Plus qu'étonné, maintenant agacé, parce que ça devient théâtral. Nous savions que depuis le début de cette affaire, il y avait une stratégie de pourrissement et de blocage du procès, mais je pense qu'il y a plus qu'un abus aujourd'hui et il est temps que la juridiction prenne ses responsabilités que nous avancions dans ce dossier. Ce que tout le monde attend, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé lors de ces malheureux événements, quelle est la responsabilité de tout un chacun. Je pense que c'est aussi pénible pour les parties civiles que pour les accusés eux-mêmes. Ceux qui sont détenus, écoutez, je me mets un peu à leur place, ont envie peut-être, je suppose, que les choses avancent et que ceux qui doivent être condamnés soient condamnés, ceux qui doivent être libérés soient libérés. Le procès reprend le 29 juin à 9h. Depuis son ouverture en avril, la question de l'égalité et de légitimité de la juridiction devant connaître de l'affaire n'a cessé d'être posée par les avocats de la défense. Et nous voilà au Mondial Russie 2018. On est en plein dans le spectacle avec des surprises. Pour en parler
Dessogré John William Somda sur le plateau de cette info. Bonsoir. Bonsoir Robin. Alors le mondial c'est donc parti avec des surprises, on vient de l'apprendre. Hein. Brésil-Suisse 1-1, c'est une surprise déjà. C'est une grosse surprise. Le Brésil c'est un candidat sérieux au titre. Le Brésil qui avait d'ailleurs ouvert le score dès la 10e minute par Coutinho. On s'attendait à avoir une équipe suisse dans la douleur. Mais les Suisses ont aussi relevé le niveau de jeu, regardé les Brésiliens droit dans les yeux pour finalement les accrocher. L'une des grosses surprises aujourd'hui, c'est justement la victoire des Ticos du Mexique face donc aux champions du monde en titre, l'Allemagne 1-0. En tout cas, personne ne pouvait imaginer les Allemands tomber. Mais quelque part, cette défaite allemande remet sur la table de débat cette fameuse malédiction du champion du monde en titre. Souvenez-vous, en 2014, l'Espagne champion du monde en titre était tombée lors de son premier match face au Costa Rica. En 2010, c'était l'Italie, champion du monde en 2006, qui tombait justement face à la Slovaquie. En 2006, le Brésil, champion du monde, n'est pas allé loin. Et en 2002, la France, champion du monde, n'avait inscrit aucun but. Alors on se demande si ce n'est pas une malédiction d'aborder une Coupe du Monde en étant tenant du titre. En tout cas, pour l'instant, ceux qui défendent cette malédiction ont les arguments avec eux. Mais ce qui est encore plus douloureux pour nous autres, c'est la participation des équipes africaines. Tout à fait, justement. On en parle. Les équipes africaines, visiblement, en difficulté dans ce mondial pour les premières sorties. Première sortie difficile. D'abord, je pense que pour la première journée de compétition, l'équipe africaine qu'on voyait probablement rentrer à l'hôtel avec les 3 points, c'était le Maroc. Malheureusement, justement, les Marocains sont tombés face à des Iraniens assez vaillants. On aura eu peut-être le défaut de sous-estimer cette équipe iranienne qu'on connaît peu, je dirais même très peu. La seule chose qu'on sait de l'Iran, c'est qu'elle est coachée par un entraîneur d'origine africaine, le Mozambicain Carlos Queiroz. Mais en dehors de tout cela, on ne savait rien. On se disait que le Maroc face à l'Iran, c'est la meilleure occasion pour se faire 3 points. D'autant plus que dans le même groupe, on a l'Espagne et le Portugal. Au finish, le Maroc perd 1-0. Autogol inscrit en toute fin de match. Autre défaite également qui fait mal, c'est celle donc subie par l'Égypte dans les arrêts de jeu face à l'Uruguay. Alors il y a 2 équipes africaines qui ne sont pas encore rentrées en liste, c'est le Sénégal et la Tunisie. Mais pour l'instant, le début est difficile. On a vu le Nigeria totalement méconnaissable face à la Croatie. Hier, ce mondial russe, en tout cas, est très mal parti pour les sélections africaines. Et comment ça s'explique? Est-ce la jeunesse de ces équipes, justement, parce qu'on a vu un peu toutes ces équipes. Vous voyez, le Nigeria, sa moyenne d'âge, c'est la plus jeune, je crois. Quand vous voyez effectivement, est-ce que c'est l'expérience qui manque effectivement, c'est la jeunesse de ces joueurs-là qui fait qu'on se retrouve dans cette situation, ces difficultés à aborder ce mondial, ou alors comment on l'explique justement? Je pense que les sélections africaines le plus souvent sont très mal organisées. À chaque fois, le Nigeria a la plus jeune équipe de la Coupe du Monde. Alors, entre 2 Coupes du Monde, on s'est dit que les jeunes de 2014 avaient le temps, justement, de grandir, de mûrir, 4 ans en plus. On se retrouve en 2018 avec des joueurs aussi jeunes que ceux qui étaient là en 2014, mais quand on prenait des sélections comme l'Espagne, vous avez Sergio Ramos qui joue le mondial depuis 2006. Quand vous prenez une équipe comme le Portugal, Cristiano qui a connu sa grande compétition internationale en 2004, vous voyez que ces sélections arrivent à comptabiliser, à rentabiliser, à performer ces joueurs. Mais en Afrique, au détour d'une compétition, au détour d'un changement d'entraîneur, on balaie tout le monde. Au détour d'un changement fédéral, on balaie tout le monde. Si bien qu'à chaque fois qu'on va à la Coupe du Monde, on est néophyte. Il n'y a personne d'expérimenté et le résultat ne peut être que le même. Je pense que les sélections africaines payent le prix de leur inorganisation. Il y a peut-être le maillot pour le Nigeria qui séduit, justement. Non, je pense que c'est le Nigeria. Quand on enlève la Coupe du Monde 94, le Nigeria des Okocha, des Yekini, Siasa et autres Amokachi, c'est le Nigeria qui nous a fait rêver. Ce Nigeria, avec un peu plus de sérieux, je le dis aujourd'hui, je pèse mes mots, aurait pu être au moins demi-finaliste. Ce Nigeria est malheureusement tombé dès les 8e de finale. Après ça, on va parler de la fierté de porter le maillot du Nigeria, mais ça ne suffit pas. Lorsqu'on est fier de porter un maillot... Surtout le nouveau maillot. Surtout le nouveau maillot, oui. C'est vrai que ce n'est pas le vert qu'on connaît. Et à ce propos, Rachidi Yekini, que son âme repose en paix, faisait si bien de dire que changer le nom de l'équipe des Green Eagles à Super Eagles, c'était nécessaire parce que il n'y avait pas d'aigle vert. Mais le vert qu'on voit avec le maillot du Nigeria, franchement, ce n'est pas le vert du drapeau nigérien en tout cas. Alors, peut-être l'espoir, ça sera le Sénégal finalement? Sénégal-Tunisie, on attend de voir ce que ces 2 sélections vont donner. Mais avec ce qu'on voit, il faut signaler qu'il n'y a plus de petites équipes. On a vu l'Islande, première Coupe du Monde, 300 000 habitants s'il vous plaît, même pas le quartier Tampi, qui arrive à accrocher l'Argentine. Ça veut dire beaucoup de choses. Alors, on ne va pas dire que le Sénégal c'était un petit poussé, la Tunisie non. Il faut compter sur ces équipes, on se donne encore de l'espoir, mais ça va être difficile.
Ça va être difficile, on l'espère en tout cas, qu'il y aura au moins 2 équipes africaines peut-être au second tour. 2 équipes africaines. C'est vrai que pour le Maroc, ça semble déjà difficile avec les 2 autres matchs qui restent. C'est sûr que quand on joue l'Espagne et le Portugal pour une place en 8e de finale, c'est très difficile. Non, je pense que 2 sélections africaines, c'est peut-être possible, mais ça, vu le début, ça me sera difficile. C'est pas que je ne crois pas au Maroc, mais je vois mal les Marocains s'en sortir. Pour moi, l'équipe africaine qui a le plus de chances de passer le premier tour, c'est l'Égypte, parce que justement son groupe me semble le plus accessible, avec donc l'Arabie Saoudite et la Russie. Même si la Russie est le pays organisateur, je trouve cette équipe russe, nonobstant le 5-0 infligé à l'Arabie Saoudite, j'ai trouvé trop d'espace entre les lignes de cette équipe russe. Je pense que l'Égypte a encore toute sa chance. L'Égypte a un coup à jouer. Le Sénégal, même si c'est le Sénégal qui nous a empêché, Burkina, d'être là, on va supporter le Sénégal. Ça, il faut. Après, bon, écoutez, les éliminatoires, celui qui s'est qualifié, c'est celui qui le plus avait envie d'y aller, tout simplement. On ne va pas revenir sur cette affaire de match à rejouer. Nous, on s'est déjà mis le sable dans le couscous en perdant à Johannesburg face à l'Afrique du Sud, en faisant également une nul à Ouaga face à l'Afrique du Sud. On ne s'est pas mis dans les bonnes dispositions, il faut le dire clairement. On n'a pas abordé ces éliminatoires avec l'objectif ultime d'aller à la Coupe du Monde. Au Burkina, on a commencé à y rêver après le nul 0-0 à Dakar, alors que les Sénégalais, eux, ils avaient commencé à rêver dès le début des éliminatoires. C'est totalement différent. Celui qui s'est qualifié, c'est celui qui avait le plus envie d'y aller. Maintenant, la Coupe du Monde, ça n'a absolument rien à voir avec les éliminatoires. C'est une compétition d'un autre niveau, c'est un autre standing. Vous avez les meilleures équipes du monde, exception faite de l'Italie. Tous les gros sont là. Tous les gros sont là. La France est là. La France, difficilement, qui s'impose face à l'Australie. La France a fait l'essentiel. 3 points, c'est juste ce qu'on leur demande. Mais je pense qu'il faut le plus souvent se méfier des équipes qui rentrent difficilement dans la compétition. Souvenez-vous du Portugal à l'Euro 2016. Le Portugal se qualifie au second tour avec seulement 3 nuls. Et à la fin, on voit ce qui se passe. Il faut se méfier. Cette équipe française, à mon avis, a beaucoup souffert du changement de système. Ils ont joué du 4-3-3 classique, alors qu'ils avaient l'habitude de jouer en 4-2-3-1. Peut-être que ça a un peu joué sur eux, mais je pense qu'il faut se méfier de cette équipe française. Il ne faut surtout pas vendre la peau de l'os avant de la Avec une pléiade de joueurs, on a l'impression que Didier Deschamps a du mal à faire le choix du 11 de départ. Oui, mais déjà au milieu, quand vous avez Tolisso, vous avez Kanté, vous avez Pogba, vous avez Matuidi, je pense que ce n'est pas du tout aisé de faire sa composition d'équipe. C'est très difficile, surtout lorsqu'on passe le temps à remanier l'équipe dans sa tête. Hassan Chata, ancien sélectionneur de l'Égypte, justement, disait lui, les veilles du match, il ne dormait pas. Parce qu'il ne savait jamais quel joueur aligner à l'avance. Et je pense que Didier Deschamps doit avoir le même problème. Vous savez, dans la vie, quand vous êtes riche, vous avez un problème de riche. Et quand vous êtes pauvre, vous avez un problème de pauvre. Didier Deschamps, il est riche, il a naturellement un problème de riche parce qu'il ne sait pas qui mettre. Il y a des équipes où on sait qui va jouer le match parce que bon, on n'a pas beaucoup de joueurs également. Il y a aussi ce duel à distance entre ces 2 stars du foot mondial, Ronaldo et Messi. Et là, pour l'instant, on peut dire que les choses sont à l'avantage de Ronaldo. Et ça pourrait aussi compter pour le Ballon d'Or. Je pense que avantage Ronaldo, mais Messi, à mon avis, Messi, c'est juste le E qui manque. C'est juste le E qui manque, sinon c'est le Messi. Voilà, c'est juste le E qui manque. Mais je pense que non, Lionel Messi a fait peut-être un match un peu difficile parce que les Islandais ont mis beaucoup de rythme, beaucoup d'engagement physique. Ils ont été très disciplinés. Ça a beaucoup gêné Lionel Messi. Ben, c'était un garçon, à mon avis, je pense qu'il va se rattraper. Je souhaite qu'il soit encore totalement absent face au Nigeria. S'il peut après se rattraper face à la Croatie, il n'y a pas de souci. Je pense que avantage Cristiano qui marque 3 buts, dont un super coup franc face à l'Espagne. Depuis 2008, ces 2 joueurs se partagent les ballons d'or. Et tel que c'est parti, tel que je vois les choses, Messi aura en tout cas envie de rattraper Cristiano, d'autant plus que le Portugal a remporté la Ligue des Champions. Petit avantage Cristiano. Mais il faut attendre de voir ce que Messi va montrer pour la suite. Pour les équipes africaines, ce qu'on a déjà vu sur le terrain, c'est vrai, il y a les défaites, mais au-delà, c'est aussi quelle image, quel visage on montre au reste du monde, quelle qualité de jeu on produit. Est-ce que vous avez l'impression que les équipes qui ont déjà joué le premier match ont montré un bon visage en termes de qualité de jeu? Je dirais en termes de qualité de jeu, mais ce n'est pas le football typique africain qu'on connaît. On joue maintenant à l'européenne avec des lignes de plus en plus resserrées, une propension à jouer beaucoup plus tactique, alors qu'avant l'africain c'était beaucoup plus à l'instinct. La magie noire elle a disparu. Des garçons comme les Okocha où on est créatif, on est inventif, il n'y en a plus. Maintenant on joue à l'européenne, on cherche à être sûrement efficace.
Et pour l'instant, on a encore du retard. C'est vrai, le Maroc a très bien joué, d'accord, mais le Maroc remporte combien de points? 0. L'Égypte s'est bien défendu face à l'Uruguay. Le Nigeria, face à une équipe très technique de la Croatie, a été, on va dire, dans la difficulté. Au finish, on a montré peut-être un bon visage. On a été fair play, comme on le dit. On a été de gentils petits garçons, mais ce n'est pas ce qu'on demande. Vous savez très bien que les sélections en Afrique sont supportées par les États. C'est pas comme en Europe où, des fois, l'État ne sait même pas combien on donne aux joueurs pour les primes, pour l'instant. Bien joué, peut-être oui, mais ça ne rapporte rien. Ça ne rapporte rien. En tout cas, les jeux à l'heure actuelle sont très ouverts. On a vu toutes ces grosses pointures en difficulté pour les premiers matchs. Difficile de prédire le vainqueur pour l'instant. Difficile de prédire le vainqueur, mais je pense que dès à la fin du premier tour, les choses vont se décanter. Tout de suite, souvenez-vous, l'Espagne en 2010 avait perdu son match d'entrée face à la Suisse. Et le Brésil qui se fait accrocher par la Suisse. Je pense que les premiers matchs, des fois... On est encore à la recherche de ces marques, qui reste titulaire, quelle est l'équipe type. C'est toujours là encore toute la difficulté pour les entraîneurs. Même si personnellement, je pense que la Coupe pourrait bien aller en Amérique latine parce que ça fait quand même un bail. Depuis Corée, Japon 2002, toutes les autres Coupes du Monde qui sont venues sont reparties en Europe. Même si personnellement, je pense que ça pourrait aller en Amérique latine. Mais il faut attendre de voir parce que les équipes européennes sont venues. La France, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne. Les gens sont venus avec une idée claire en tête, c'est d'être champion du monde. D'être champion du monde, en tout cas, on espère au moins que les Africains vont dignement nous représenter, peut-être en tout cas en allant au moins au 8e, au second tour, pourquoi pas en quart de finale. On attendra peut-être la demi-finale du Burkina en 2022. On espère bien. Merci William d'être passé dans le 7 Info. Merci Aubin. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce soir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Demain, lundi, reprise de travail. Excellente reprise. Excellent sur le programme, sur la chaîne. Aucun de nos défis. Bonsoir.